rappeler le processus pour ce soir. Donc, on a trois textes qui vont être lus par trois membres de l'UP. Un texte sur Ferdinand Pessoa, un texte de Sioran, un texte de Jack London. Je crois qu'on est parti là-dessus. Et la formule qu'on a imaginée, c'est chaque porteur de texte lit ce texte pendant environ 5, 7 minutes. C'est pas grave, c'est 8. Et ensuite, la personne nous dit un peu pourquoi elle a choisi ce texte-là, quel est son vécu avec ce texte, quel est son rapport avec ce texte, et avec cet auteur aussi, et avec cet auteur. Et puis ensuite, eh bien, dans le temps qui reste, pendant une vingtaine de minutes, on en discute tous ensemble. On en discute tous ensemble, tous azimuts. Tout ça, ça prend à peu près une demi-heure. Et une fois que c'est fini, on passe au suivant. Voilà. Et Jackson avait demandé à passer en dernier. Serge a passé en premier. Donc, Stéphanie, je pense que tu as deviné où tu vas te situer. Ça me va, il n'y a pas de souci, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de souci? Ouais. Bon, écoutez, Serge, si tu veux bien, il est 15, voilà, 19h15. Je peux démarrer, oui. Et puis on t'écoute religieusement. Ok. Donc moi, je vais lire un passage de l'auteur Fernando Pessoa, qui est un auteur portugais qui est né en 1888 et qui a été découvert en fait tardivement. Donc le livre que j'ai choisi, c'est le livre de l'intranquillité. Super bouquin. C'est celui qui est le plus connu de Pessoa, mais en fait, Pessoa a été reconnu très tard. C'est dans les années 80 qu'il commence à publier en France. Et lui, il avait juste publié autour de lui des revues. Enfin, le livre de la tranquillité, c'est un journal intime en fait qu'il a écrit entre 1913 et 1935 jusqu'à sa mort. Voilà, donc je vais lire un passage. C'est un extrait du tome 3, c'est le dernier. Parce qu'en fait, ce sont des fragments qu'on a retrouvés et ils ont été reconstitués. Donc, je vais lire le dernier tome, un passage en tous les cas. Voilà. Je commence. Ça s'appelle L'indifférent. C'est le titre du chapitre. J'envie, sans bien savoir si je les envie vraiment, ces gens dont on peut écrire la biographie ou qui peuvent l'écrire eux-mêmes. Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles, et ne souhaitant pas en avoir, je raconte avec indifférence mon autobiographie sans fait, mon histoire sans vie. Ce sont mes confidences, et si je ne dis rien, c'est que je n'ai rien à dire. Que peut-on donc raconter d'intéressant ou d'utile? Ce qui nous est arrivé, ou bien est arrivé à tout le monde, ou bien à nous seuls. Dans le premier cas, ce n'est pas neuf, et dans le second, cela demeure incompréhensible. Si j'écris ce que je ressens, c'est parce qu'ainsi, je diminue la fièvre de ressentir. Ce que je confesse n'a pas d'intérêt, car rien n'a d'intérêt. Je fais des paysages de ce que j'éprouve. Je donne congé à mes sensations. Je comprends parfaitement les femmes qui font de la broderie par chagrin et celles qui font du crochet parce que la vie existe. Ma vieille tante faisait des patiences pendant l'infini des soirées. Ces confessions de mes sensations, ce sont mes patiences à moi. Je ne les interprète pas comme quelqu'un qui tirerait les cartes pour connaître l'avenir.
Je ne les ausculte pas parce que dans les jeux de patience, les cartes, à proprement parler, n'ont aucune valeur. Je me déroule comme un écheveau multicolore, ou bien je me fais à moi-même ces jeux de ficelles que les enfants tissent en figures compliquées sur leurs doigts écartés et qu'ils se passent de main en main. Je prends soin seulement que le pouce ne lâche pas le brin qui lui revient. Puis je retourne mes mains et c'est une nouvelle figure qui réapparaît et je recommence. Vivre, c'est faire du crochet avec les intentions des autres. Toutefois, tandis que le crochet avance, notre pensée reste libre et tous les princes charmants peuvent se promener dans leurs parcs enchantés entre deux passages de l'aiguille d'ivoire au bout crochu. Crochet des choses, intervalle, rien. D'ailleurs, que puis-je tirer de moi-même? Que raconter? Une acuité horrible de mes sensations et la conscience profonde du fait même que je vis ces sensations. Une intelligence aiguë utilisée à me détruire et une puissance de rêve avide de me distraire. Une volonté morte et une réflexion qui la berce, comme si c'était son enfant bien vivant. Le crochet, oui. Tout m'échappe et s'évapore. Ma vie tout entière, mes souvenirs, mon imagination et son contenu, tout m'échappe, tout s'évapore. Sans cesse, je sens que j'étais autre, que j'ai ressenti autre, que j'ai pensé autre. Ce à quoi j'assiste, c'est à un spectacle monté dans un autre décor. Et c'est à moi-même que j'assiste. Il m'arrive souvent de retrouver des pages que j'ai écrites autrefois, encore tout jeune, de brefs morceaux datant de mes 17, de mes 20 ans, et certains possèdent un pouvoir d'expression que je ne me rappelle pas avoir possédé à cette époque. Certaines phrases, certains passages écrits au sortir même de l'adolescence, me paraissent le produit de l'être que je suis aujourd'hui, formé par les ans et les choses. Je dois reconnaître que je suis bien le même que celui que j'étais alors. Et sentant malgré tout que je me trouve aujourd'hui en grand progrès sur ce que j'ai été, je me demande où est le progrès et si j'étais déjà le même qu'aujourd'hui. Il y a dans tout cela un mystère qui m'amoindrit et m'oppresse. De qui donc, mon Dieu, suis-je ainsi spectateur? Combien suis-je? Qui est moi? Qu'est-ce donc que cet intervalle entre moi-même et moi? Je sais bien qu'il est aisé d'élaborer une théorie de la fluidité des choses et des âmes, de percevoir que nous sommes un écoulement intérieur de vie, d'imaginer que ce que nous sommes représente une grande quantité, que nous passons par nous-mêmes et que nous avons été nombreux. Mais il y a autre chose ici que ce simple écoulement de notre personnalité entre ses propres rives. Et il y a l'autre absolu, un être étranger qui m'a appartenu, que j'ai perdu avec l'âge, l'imagination, l'émotion, un certain type d'intelligence, un certain mode de sentiment. Cela, tout en me peinant, ne me surprendrait guère. Mais à quoi est-ce que j'assiste lorsque, me relisant, je crois lire un inconnu venu d'ailleurs? Au bord de quelle eau suis-je donc, si je me vois au fond? Il m'arrive aussi de retrouver des passages que je ne me souviens pas d'avoir écrits, ce qui n'est pas pour me surprendre. Mais je ne me souviens même pas d'avoir pu écrire, ce qui m'épouvante. Certaines phrases appartiennent à une autre mentalité. C'est comme si je retrouvais une vieille photo de moi, sans aucun doute, avec une taille différente, des traits inconnus, mais indiscutablement de moi, épouvantablement de moi. Je me suis créé écho et abîme en pensant. Je me suis multiplié en m'approfondissant. L'épisode le plus minime, un changement né de la lumière, la chute enroulée d'une feuille, un pétale jauni qui se détache, une voix de l'autre côté du mur, ou les pas de la personne
qui parle auprès d'une autre qui probablement l'écoute. Le portail entrebâillé sur le vieux jardin, le patio ouvrant ses arcades parmi les maisons, se pressant sous la lune, toutes ces choses qui ne m'appartiennent pas retiennent ma méditation sensible dans les liens de la résonance et de la nostalgie. Dans chacune de ces sensations, je suis autre. Je me renouvelle douloureusement dans chaque impression indéfinie. Je vis d'impressions qui ne m'appartiennent pas. Je me dilapide en renoncement. Je suis autre dans la manière même dont je suis moi. J'ai créé en moi diverses personnalités. Je crée ces personnalités sans arrêt. Chacun de mes rêves se trouve immanquablement, dès qu'il est rêvé, incarné par quelqu'un d'autre qui commence à le rêver, lui et non plus moi. Pour me créer, je me suis détruit. Je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi-même qu'à l'intérieur de moi-même, je n'existe plus qu'extérieurement. Je suis la scène vivante où passent divers acteurs jouant diverses pièces. Je pense que je vais finir là. Voilà. Parce que je pense que ça décrit bien l'état de ce livre. Enfin, l'état. Ce qui est intéressant de dire, je vais terminer la lecture là, c'est que Fernando Pessoa a publié ce livre sous un hétéronyme, Bernardo Soares, et qu'en fait, il a le plus souvent écrit sous d'autres noms que son propre nom. Et donc, quand on a retrouvé ses écrits dans une malle, c'était dans les années 70 à peu près, à Lisbonne, on a trouvé tous ces noms qu'il utilisait pour écrire ses livres. Voilà. J'arrête sur ça. D'accord, merci Serge. Alors peut-être pour commencer la discussion là, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va faire comme ça. Moi j'ai une petite question à poser, mais Ouais. est-ce qu'il y a d'autres réactions avant? Combien il y a de pages, Serge? Parce que je me dis juste que je suis pas Ah, sûre que je suis capable de lire un truc pareil. Parce que tu sens que la personne, c'est très bien écrit, hein, c'est très beau. Mais ouais. alors, tu as l'impression que c'est quand même, comment dire, si c'est ça pendant des pages et des pages, moi je pense qu'au bout de 50 pages, j'en peux plus. Parce que Ah, c'est juste son intimité, quoi. Et je me dis, bon, ah, il se passe quoi? Mais en fait, visiblement, c'est juste ce qui se passe dans son cerveau et dans ce que ça évoque. Enfin, une pensée en amène une autre, etc., etc. ouais. Après, voilà, c'est un genre Bah, intéressant, en fait, hein. c'est très proche de Sioran, je pense. Absolument, c'est ce que j'allais Très dire, proche de ça se Sioran. ressent. Mais Il y a en trois fait, volumes, je crois. ce qui est touchant, c'est qu'il a écrit ça enfin, ça se poursuit sur des années, mais c'est les sensations qu'il écrit. En fait, ce sont toujours des sensations de lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est, enfin, Bernardo Soares, ce personnage qu'il utilise, en fait, il était secrétaire dans un bureau, Pessoa, et il sortait juste pour aller dans un bar, et puis il rentrait chez lui, il écrivait, quoi. C'est un peu ça, en gros, quoi. Enfin, ça, un peu caricatural, mais ce qui est intéressant, on touche un peu l'âme d'une personne, je dirais, entre guillemets, un peu et non, c'est varié, il y a quand même beaucoup de variations. Là, j'ai lu un passage enfin, qui décrit, en fait, une espèce de personnalité enfin, qui se dissipe, qui s'échappe, enfin, qui dit qu'il est personne. En plus, Fernando Pessoa, Pessoa en portugais, ça veut dire personne. Alors, bon, c'est quand même un peu étrange. En fait, parce que ça tourne autour de la question de enfin, qu'est-ce que c'est que j'existe, quoi? C'est quoi exister? Et effectivement, il s'interroge beaucoup sur ce qu'est qu'exister pour un être humain. Enfin, c'est très méditatif, au fond, et très philosophique, et dans une forme qui est très proche de celle de Samuel Beckett, au fond, qui est effectivement une philosophie très pessimiste, on peut le dire, mais voilà, qui interroge le fond de l'esprit humain à travers lui-même. Voilà, c'est ça que je peux répondre. Après, oui, il y a 3 tomes. Moi, Trois ça se tomes, lit ouais. bien.
Ça se lit bien, en tout, je sais pas combien de pages. Oh, non, il n'y a pas tant de pages que ça. Enfin, il y a 300 pages, quoi, on va dire. 300, 400 Ah pages. d'accord, c'est 100 pages par tome, quoi, en gros. Enfin, Ouais, c'est pas énorme, quoi. C'est pas. non, Ok, d'accord. non, mais c'est un journal intime, quoi. Faut le prendre comme ça. Il l'a écrit Ok, au fur et à mesure de sa vie, et ça s'arrête jusqu'à sa mort, quoi. Mais ça a été découvert après sa mort. C'est une œuvre posthume, ok, quand même. Tu ok. vois. Euh, il n'avait pas publié ça de son vivant. Voilà. C'est très mystique, quand même. Enfin, mystique. Oui, très spiritualiste, quoi. Oui, Ouais. oui, 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 on sent le. Oui, c'est ça. C'est. T'as Ouais. l'impression d'être dans le cerveau de quelqu'un qui est en train de réfléchir, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Mm, Ouais, oui, tout à fait. mm. Vraiment à l'intérieur d'un être. Ouais. Ouais, Mm. qui rebondit de pensée en pensée, une chose évoquant une autre, la broderie évoquant autre Ouais, chose, etc., etc. ouais, parce que c'est très lié à. Bah, Beckett, ça commence. Enfin, l'innommable, par exemple, enfin, qui je suis, que faire maintenant. Enfin, c'est des questions un peu et très existentielles, quoi, de ces espèces de philosophie d'ennui, presque. Enfin, on pourrait dire Mm, ça comme ça. Parce que la tranquillité, en portugais, bon, c'est un autre terme qui n'est pas tellement traduisible en français, en fait. C'est plutôt inquiétude, mais intranquillité, il pensait que ça représentait plus cet état de vie intranquille, c'est-à-dire de toujours se poser des questions sur soi-même et sur son existence et le sens de son existence, quoi. Et donc, ils ont trouvé ce titre-là qui en français n'existe pas. Intranquillité, c'est pas un terme qui existe en français, je crois. On dit intranquille, mais pas intranquillité, je crois. Enfin bon, en tous les cas, ça a été difficile à traduire, ça. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Il y a les sensations, mais il y a aussi les questions qu'il pose. Par exemple, que raconter? Pourquoi raconter? Je voudrais poser une question à Christian. Oui. Christian, quand tu as écrit avec René La joie d'être grand-père, que voulait raconter René d'après toi et pourquoi voulait-il raconter ça? Hum, bon, il y a plein de réponses possibles sans que je sois sûr d'une en particulier. Hein, je sais que René avait refusé à maintes reprises de faire son histoire de vie avec pas mal de gens qui lui ont demandé et il n'a jamais voulu faire son récit de vie. Euh, et puis finalement, en faisant ce livre sur la grand-parentalité avec lui, bah, il s'est rendu compte qu'il était en train de faire son histoire de vie, là, pour le coup. Enfin, une bonne partie de récits de soi, de récits de vie. Euh, mais ça s'est fait sans trop de préméditation. Hein, ça s'est fait sans trop de préméditation. Je pense qu'il était à une période de sa vie où l'arrivée de sa petite fille a relancé ou plutôt a lancé le besoin, puisqu'avant il ne voulait pas, a lancé le besoin de se dire dans son histoire personnelle de vie. Je pense que le moment était venu, et puis c'est moi qui étais là à ce moment-là. Ça aurait été 10 ans plus tard, ou 10 ans ou 20 ans avant, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais il se trouve que moi j'étais là à ce moment-là et qu'il a dû trouver dans notre rapport personnel que j'étais la bonne oreille en quelque sorte, quoi. Et puis peut-être aussi le bon interlocuteur, puisque dans ce bouquin, moi aussi, je parle, quoi. Enfin, je parle beaucoup moins de mon histoire de vie à moi, voire pas du tout, dans le livre, voire pas du tout, mais je réagis d'une autre façon, quoi, plus sur le fond, enfin, en écoisation avec ce qu'il dit des sciences humaines en général, de la spiritualité, et puis de la parentalité, bien sûr, tout ça. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, c'est ça, mais encore une fois, c'est pas une réponse certaine. Ouais. Il y avait peut-être aussi inconsciemment le fait qu'il se sentait arrivé
un petit peu au bout d'un parcours, quoi. Sans se savoir malade déjà à l'époque, peut-être en avait-il une espèce de préscience ou quelque chose comme ça. Mais ça, je peux absolument pas l'affirmer, quoi. Merci. Voilà, Jean. Merci. Et puis moi, j'avais une question aussi pour Serge. Mais qu'est-ce qui poussait, est-ce que tu sais, qu'est-ce qui poussait PCEA comme ça à avoir des hétéronymes? Alors, c'est un terme un Ah, peu savant, des pseudonymes en fait. hmm. Pourquoi il Mais y je avait pense, autant de pseudonymes? Parce que des auteurs à pseudonymes, il y en a plein. ouais, ouais. Hein. Ça Lui, corrélise en quelque sorte les auteurs à pseudonymes. ouais. Mais pourquoi lui, il en avait autant? Il en avait des dizaines. Ouais, il y en avait des dizaines, ouais, j'allais dire ça, ouais. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui se Ben, passait chez ce garçon quand même? je pense qu'il se pensait multiple lui-même dans sa vie. Euh, là, et qu'en même temps, je pense que ça lui servait comme un moyen, tu vois, pour écrire, comme s'il écrivait pour un autre ou à partir d'un autre, comme s'il prenait un personnage, mais qui est toujours lui-même en fait, mais comme s'il avait besoin de revêtir un personnage pour écrire. Donc, ces personnages-là, ils ont une vie, hein, ils leur donnent une vie en fait. Ils ont chacun une particularité. Donc, je pense que c'est un support pour l'imagination, pour écrire. C'est un moteur, presque, on pourrait dire. Euh, et oui, enfin, je pense que c'est l'impression de se vivre en plusieurs. Alors, c'est un peu schizophrénique, hein, sûrement, de se vivre en plusieurs personnalités, Hum. en fait. Et de penser que la vie dans la vie, on joue de multiples rôles. Et voilà. Il y a une espèce de discontinuité qu'il a créée lui-même, je pense, c'est ça. Mais bon, il leur donnait des noms, ouais, effectivement, il y en a plein, ouais. Et par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, ou tout le monde, qu'est-ce qu'on en pense? Euh, on dit souvent que les auteurs se projettent dans les personnages qu'ils inventent. Oui, Et pour Dumas, par exemple, pour Alexandre Dumas, pour prendre un exemple très célèbre, dans les Trois Mousquetaires, qui étaient quatre, oui, on dit que chacun des mousquetaires, en fait, représentait, aux yeux de Dumas, un trait de personnalité de lui-même. ouais, D'Artagnan, ça aurait été le Dumas fougueux, tel mm, qu'il était dans sa jeunesse. ouais, Athos, ça aurait été le côté, comment dire, un peu noble, mm, auquel a toujours aspiré Dumas. mm, Noblesse de caractère aussi, pas simplement noblesse d'argent. mm, Aramis, ben, ça aurait été le côté spirituel. Aramis finit évêque, hein, il manque presque d'être pape. Ce serait ça aussi. Et puis quant à Porthos, Porthos, ben, ça serait le côté de Dumas, bon mm, vivant, amateur ouais, de cuisine, rédacteur lui-même de ouais, dictionnaires de cuisine, etc., etc. mm. Puis voilà, qu'est-ce que tu en penses ça, par rapport à Pessoa? Bah, je trouve ça intéressant parce que là, le personnage qu'il utilise, c'est Bernardo Soares, là, pour ce livre, La Nuit d'intranquillité, et c'est un employé de bureau. C'est-à-dire, ça représente le côté répétitif, le côté ennuyeux de ce travail. Euh, alors, bon, lui, enfin, il était un peu dans cette condition-là de vie, en fait, quelque part. Il était aussi employé de bureau, enfin, et en fait, enfin, il a besoin de. Oui, c'est une partie de sa personnalité, je pense, qui n'est pas toute sa personnalité. Mais effectivement, c'est un aspect de lui-même, tout à fait. Et là, je suis d'accord avec ça, oui, tout à fait. Ça permet de peut-être plus facilement, plutôt qu'en son propre nom, de, de décrire un aspect de nous-mêmes qui serait peut-être pas facile à dire en son propre nom, peut-être. Voilà, donc c'est une manière de faire vivre un bout de son état mental. Oui.
Oui, oui, c'est la même chose. Ouais. Parce qu'il y a des textes plus joyeux de Pessoa, effectivement. Mm. Il a écrit beaucoup de poèmes, enfin, il y a des choses beaucoup plus joyeuses, ouais. Mm. Mais bon, on le décrit un peu comme un anarchiste, Pessoa, un peu. Mais en fait, bon, c'est c'est plutôt un état mental. Bon, mais oui, enfin, dans tous les cas, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle une espèce de forme de l'état humain existentiel qui est multiple, hein. C'est-à-dire que on est plusieurs manières d'être ou de vivre, peut-être plusieurs personnalités dans sa vie. C'est ça que je pense que lui met en relief. Voilà. Mm. Il n'y a pas de continuité quoi, pour lui. On vit plusieurs vies euh, et on n'est pas les mêmes forcément. Enfin, c'est quoi la continuité de soi quoi? C'est un peu ça la question que ça pose. Ouais. Alors qu'en fait, sa manière de se décrire est toujours un peu la même, en fait, à travers les personnages. Toujours un peu triste, mélancolique, parce que c'est très mélancolique quand même ce texte. Donc il y a toujours un fond de mélancolie. Euh, et, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce fond continue dans l'être, que finalement, oui, même s'il revêt d'autres personnages, ça reste toujours un petit peu sur cette ligne d'écriture de la mélancolie, de, ouais, d'une espèce d'ennui et de non-existence, quoi. Parce que c'est un peu ça qui. Alors, bon, qu'est-ce que la non-existence quand on se raconte? Moi, je pense que c'est ça qui est un peu curieux, au fond, puisque finalement, il se raconte dans une existence. Donc, c'est ça que je trouve que ça interroge en tant qu'écrivain. Quand on livre quelque chose de soi-même aussi profond, dire qu'on est dans la non-existence, est-ce que c'est pas un peu. Enfin, comment on se positionne nous, en tant que lecteur, puisque on entend très fort la voix de quelqu'un qui existe à travers son écriture. Donc, bon, euh, c'est ça la question, quoi, pour moi. Cette question d'existence et de non-existence, quand on la raconte, je pense que des personnes qui écrivent, même Sioran, il le raconte, quand ils se racontent, même si c'est dans une négativité très forte de leur vécu, ben quand même, ils se racontent. Donc, ils ont une existence dans l'écriture. Alors bon, est-ce que ça sauve les êtres pour autant? Mais en tous les cas, je pense que ça leur donne une existence et un sens quand même malgré tout à, à s'exprimer. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, hein, Christian. Enfin, euh, cette question-là de la non-existence dite à ce point me pose question, voilà, dans l'écriture. Après, il aurait pu s'inventer une vie absolument démente. Il aurait pu écrire le journal d'un psychopathe. Je sais pas, enfin, tu vois, il n'était pas obligé de faire un truc. Enfin, je veux dire, quand Christian dit oui, ça peut représenter une partie de sa personnalité, mais je pense que tu as des auteurs qui, au contraire, essayent Ah, d'être très très loin d'eux. Quand tu vois ah, Easton Bretton Ellis, quand tu dis ça, tu fais non, c'est pas possible. C'est quand même un vrai psychopathe, le mec. Bon, je pense qu'Easton bah, Bretton Ellis, il est quand même aussi un peu psychopathe. je sais Sociopathe pas. en tout cas, mais bon. Mais si tu prends le cas de Suran ou de Beckett, de Mm. ces auteurs-là, bah, il y a des livres qui sont sortis plus récemment pour un peu raconter leur vie. Et cette vie-là n'était pas si triste que leurs écrits. C'est-à-dire, bon, on apprend que Beckett aimait bien aller s'amuser, enfin, boire des verres avec des gens. Ok. Enfin, et Suran, je pense que c'est un peu la même chose. Il rencontrait quand même des personnes. Enfin, il n'était pas si seul que ça. Bon, il avait son problème d'insomnie, mais leur vie n'était pas. Enfin, il y a une différence effectivement entre leurs écrits et leur vie. Et, euh, et je pense que, enfin, aujourd'hui, les écrits ou les biographies euh, relatent un peu plus ces histoires entre ce qu'ils écrivent et eux, enfin, et leur existence même. Donc, après, bon, pour Pessoa, c'est plus compliqué à dire. On n'a pas l'impression que sa vie était très vivante, très réjouissante. Mais bon, on sait pas tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous échappent.
en fait, dans l'existence de quelqu'un qui écrit. Beaucoup d'aspects nous échappent. Donc, c'est difficile à dire. Je pense que c'est une manière de se raconter dans une espèce de temps intérieur de l'existence et de le partager. La vie même, bon, on raconte toujours Pessoa, il était dans son bureau, il sortait, il allait toujours dans le même bar. Enfin, il a quand même changé, il a déménagé, je ne sais pas combien de fois, beaucoup de fois. Il avait quand même une vie mouvementée quelque part, entre guillemets. Donc, c'est pas non plus entièrement, si on lit ses écrits, la personne qui vit dans un appartement, qui voit personne, qui fait rien. Bon, comme il le raconte. Donc voilà, il y a toujours un peu une espèce de remise au point à faire qui nous apparaît de manière un peu brumeuse ou trouble. Mais je pense que voilà, entre les écrits et puis la vie des personnes, je pense qu'il y a un décalage, quoi. C'est rare de se retrouver vraiment en face de la vie même, quoi. Je pense que ce sont des moments d'écriture et de pensée, de vie, et qu'ils ont envie de communiquer de cette manière-là. Enfin, bon, Pessoa, on ne sait pas, parce qu'il est publié très tard. Enfin, il ne sait pas qu'on va le publier quand il écrit ça, en fait. Il y a aussi ce côté-là, en fait, dans l'écriture. Des gens ont écrit sans savoir qu'ils seraient connus, leur texte serait connu. Ça aussi, c'est un autre aspect. Je sais pas si enfin, il y a Ouais. aussi, il y a aussi ce côté-là. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on a publié les carnets d'Albert Camus, qui est une sorte de. C'est pareil, c'est un journal, quoi, en fait. Un journal qu'il a écrit. C'était pas voué à être publié non plus. Donc moi, je pense que c'est intéressant d'entrer justement dans le côté comme ça. C'est-à-dire, c'était pas écrit pour être publié, donc c'était pas voulu. Enfin, du moins, c'était pas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on écrit son journal tous les jours de soi, et puis ça va rester peut-être on ne saura jamais peut-être ce qui a été écrit. Et donc je trouve que là, c'est troublant quand ça apparaît à la surface. Euh, voilà, cette écriture qui n'était pas vouée, qui n'était pas forcément vouée à être publiée. Et donc, Voilà. c'est inachevé? Enfin, c'est Ouais, puisque tu dis. oui, c'est inachevé. Ce sont des D'accord. fragments. Ok. Voilà, ce sont des pages qu'ils ont retrouvées en fait Ok. et qu'ils ont rassemblées, puisque ça parcourt plusieurs années, quoi, de 1913 à 1935. Donc, ils ont essayé de faire ça chronologiquement, quoi. Ils ont rassemblé. Ça, c'est pareil, c'est une volonté des éditeurs après. Enfin, là, ce sont des choix. D'ailleurs, dans ce livre, on trouve le premier texte qu'il a écrit de son journal de 1913. Et en fait, voilà, il y a une espèce. Ils ont remonté une chronologie d'écriture pour que ça paraisse plus. Peut-être pour le lecteur plus. Enfin, ça suit le temps, quoi, de son écriture de vie. Donc, oui, c'était des feuillets comme ça écrits, quoi. Ouais. C'était pas prévu, quoi, d'être publié comme ça. Ouais. Un Pour, journal, c'est pas toujours prévu. Ouais. pour avancer un peu, parce qu'il faut tourner Oui, aussi, oui. hein. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que je soupçonne quand même de nombreux auteurs de tricher. Oui, Tricher. Peut-être pas le cas de Pessoa, hein, je ne connais pas ouais, suffisamment, mais ouais, je pense que quelqu'un comme Camus, quand il tient son journal, il sait que tôt ou tard, ça sera publié. Il est quand même prix Nobel. ouais, Et même avant qu'il ait le prix Nobel, il est déjà connu. Il connaît très bien ouais, le monde de l'édition et il sait qu'après lui, enfin, il ne sait pas qu'il va mourir si jeune, mais il doit bien se douter, et même sa correspondance, la correspondance de Camus avec René Char ou des choses comme ça, bon, ouais. ils savent très bien l'un et l'autre que de toute façon, ça sera publié un jour ou l'autre. Par contre, peut y avoir même avec les calculs que font les auteurs des problèmes. Hein, c'est le cas du journal de Jules Renard, par exemple. Oui, Le journal de Jules Renard, qui est une chose fabuleuse, de 1000 pages, mais en fait, ouais, il y en a au moins le double. Et Jules Renard, lui, il voulait que ça soit publié. C'était clair, ouais, quoi. Il n'avait pas de problème là-dessus. Sauf que c'est sa femme qui a détruit la moitié de son journal.
Oui, quand elle a découvert tout ce qu'il y avait dans son journal d'indésirable pour elle, dans son rapport en particulier de Jules Renard avec les femmes en général, elle a tout foutu au feu. Elle a tout fichu au feu. Donc, on a aujourd'hui à lire une œuvre qui est une œuvre magistrale hein, de Jules Renard, et puis d'une vérité et d'une très très grande beauté et d'une habileté littéraire assez incroyable. Quoi. Ben, on a un Jules Renard complètement tronqué où quelqu'un est intervenu, et ce coup-là, c'est pas un éditeur, mais c'est quelqu'un de très proche de lui qui a décidé qu'il y a une part entière de Jules Renard qui demeurerait à jamais inconnue. Et là, à jamais, parce que c'est parti en fumée. Quoi. ouais, ouais. Et on le sait parce qu'elle l'a dit elle-même. Elle l'a dit elle-même, donc Ouais. c'est absolument sûr. Et puis, quant Mais ça, et juste une chose, pour ce qui est des identités multiples, finalement, ouais, que s'inventent les auteurs, moi je pense que c'est un fantasme. C'est un fantasme d'auteur. ouais, Ce que peut pas faire un acteur, par exemple. Un acteur, même s'il joue 1000 rôles, on voit bien que c'est ouais. lui, quoi. On voit bien que c'est lui. Et pour en revenir à Barbier, à René Barbier, Barbier parlait souvent de l'effet Zelig. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Ouais. Woody Allen, qui est un Ouais, c'est vieux Woody Allen. film, Zelig, et c'est un film de montage, en fait, fait avec des vieux bouts d'actualité, de documentaires d'infos d'actualité, quoi. Et tu vois Woody Allen, qui un coup se Ouais. trouve à côté du pape, ben, il est en ecclésiastique, Et à côté, et tu le vois après, il est sur un bateau pêcheur, donc il est en pêcheur. à côté, Tu le vois ensuite en alpiniste, ben, dans un groupe d'alpinistes, ben, il est en alpiniste. c'est Hitler aussi. Tu le vois ensuite à la tribune avec Hitler, il a l'habit nazi. Ouais. C'est vraiment comment dire, le personnage caméléon. C'est vraiment le personnage caméléon. Tu le poses Ouais. dans un milieu donné, il devient le milieu lui-même, quoi. Et je pense qu'il y a, il y a aussi beaucoup de ludisme là-dedans, même chez les auteurs, Oui, même bien dans leurs sûr. écrits les plus sérieux, auteurs littéraires, j'entends, mais autrices aussi, hein, pour les femmes, ça vaut aussi pour les femmes, bien entendu. Hein. Quelque chose où on va jouer en fait, on va jouer avec le lecteur, Ouais. on va essayer de duper le lecteur. Et je crois qu'un des jeux Mais, d'identité les plus fabuleux, c'était aussi celui, dans une histoire récente, de Romain Gary quand même. De Romain Gary, qui obtient 2 fois quand même le prix ouais, Goncourt sous 2 identités différentes. Alors que c'est le même. d'accord. Un coup, il est Romain Gary avec La promesse de l'aube. L'autre fois, il est Émile Ajar. Alfred Jarry. Euh, Émile Ajar. Émile Ajar, quoi. Ouais. Et personne ne s'en rend compte, quoi. Et ça, c'est Ouais, vraiment du pur ludisme de la part de Romain Gary, puisque toute la critique, tout le monde littéraire le donnait comme un auteur fini, un auteur ouais, déposé, un auteur ringard, ouais, etc., qui n'avait pas du tout su s'adapter, et Romain Gary terminé. Et donc, il ouais. s'inscrit un personnage qui n'existe pas, Émile Ajar, et il remporte un 2e prix Goncourt, où là, il est loué pour la nouveauté du style, la créativité, etc. Quoi. C'est quand même... Là aussi, il y a une part de ludisme là-dedans, quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ludisme, quoi. Mais Christian, tu peux reconnaître aussi que ça peut être un support pour écrire, de s'inventer un personnage. Bien sûr, bien sûr. Bah, ça c'est certain. Hein. À partir du moment où tu entres dans une création imaginaire, Oui, tu as besoin toi-même d'explorer en toi les possibilités que tu n'as pas encore explorées. oui. Alors, Parce que, par contre, le jeu là-dedans de l'inconscient, parce que tout ça, il y a une part de conscientisation. Quand PSEA prend une autre identité, il est conscient qu'il prend une autre identité. Il le sait. Enfin, il ne le sait oui, pas malgré lui, il le sait, quoi. oui, Hein, puisqu'il va oui, bien signer sûr. et tout. Mais la part de son inconscient là-dedans, dirait Freud, comment ça se joue? Quel est le trouble identitaire qu'il a? Quelle est la quête identitaire qu'il a? Il y a forcément quelque chose qui doit se jouer. Oui, mais c'est comme un moteur pour réaliser un film, quoi. C'est-à-dire, pour passer à la fiction, il a besoin de revêtir un autre nom, un autre personnage, tu vois. C'est comme la réalisation d'un film, je pense. Enfin, non, mais moi, oui, oui, bah, par rapport à l'inconscient, oui, évidemment, je pense qu'il y a un trouble, évidemment, mais Oh, puis après, ça peut être un peu de. Ça peut être
un libérateur, deux provocateurs. Quand tu parles de Romain Gary, tu te dis que d'un côté, comme ça, il peut tout à fait voir que les critiques racontent n'importe quoi, enfin pour certains, quoi, puisque en fait, ça va être la même personne, mais s'il avait marqué Romain Gary, bah, du coup, on aurait dit ah oui, comme toujours, c'est figure de style, je sais pas quoi. Là, du coup, hop, ça change totalement. Donc, du coup, tu as moins de pression et en même temps, tu as un côté où tu te dis bah, finalement, la façon dont l'œuvre est perçue, il y a toujours quelque part une part d'habitude. C'est comme un prof qui va toujours noter un élève de la même manière parce qu'il a l'habitude de son style ou je sais pas quoi. Forcément, quand on a l'habitude d'un auteur, on va le penser d'une certaine façon. Alors que si tu changes le nom et tu dis que c'est pas le même auteur, peut-être que du coup, tu vas pas imaginer ou ressentir les choses de la même manière. Voilà, Ça je sais permet pas. un jeu, ouais. Ça Ouais. permet un jeu. Un jeu par rapport à soi-même. Mais par rapport à ce que tu disais, Christian, tu sais, enfin, ce qui a marqué la littérature, c'est, tu sais, le problème qu'il y a eu avec Kafka, Franz Kafka, puisque Franz Kafka avait demandé à ce qu'il n'y ait que 2 ou 3 livres qui soient publiés, c'est-à-dire Le Procès, Château, enfin, et le reste, il voulait le détruire. Il avait demandé à un ami proche, Max Brod, de détruire ses écrits. Et il lui avait promis de le faire. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et donc, les œuvres de Kafka, la plupart ont été publiées contre sa volonté, en fait. Donc, il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire, on peut vouloir détruire et ne pas y arriver aussi. Enfin, c'est une autre réflexion, hein, mais on peut être trahi dans la volonté de détruire ce qu'on voulait ne pas publier. Alors, évidemment, À moins que tu espères être trahi. Ça, c'est autre chose. Ça renvoie ouais, à une double détente à l'intérieur du jeu. sûrement. Ouais, C'est-à-dire, ouais. je demande à quelqu'un de surtout pas parler de ce que je lui dis, surtout n'en parlez pas, tout en sachant que, bon, peut-être ça va fuiter quand même, et en espérant, bah oui, quand même qu'on en parlera. Enfin, c'est des jeux très subtils. Alors, est-ce que c'était dans l'esprit de Kafka? Je ne sais pas. Mais pour finir, avant de laisser la parole à Stéphanie, Ouais. donc, sur quelques notes d'humour encore, c'est sur Botul, le philosophe Botul, Ouais. que cite Bernard-Henri Lévy il y a 20 ans, 25 ans, où dans les articles, enfin dans un article au moins, il loue la qualité philosophique de, j'ai oublié le prénom, mais Pierre ou Pascal Botul. Sauf que Botul, le philosophe, n'existe pas. C'est une invention totale d'un rédacteur du Monde qui a fait un livre présentant la biographie de Botul, un philosophe, et il cite ses œuvres, etc. Mais Botul n'a jamais existé. Il n'a jamais rien écrit. Jamais. Jamais. Et Bernard-Henri Lévy, donc, d'ailleurs, il n'arrête pas d'être critiqué pour ça et brocardé pour ça. Oui, oui, Botul, j'ai lu Botul, c'est excellent. Sauf que Botul n'a jamais rien écrit. Voilà, c'est pour finir sur une note amusante. Voilà, mais alors bon, alors merci Serge. Merci Serge. Ouais. Puis on aura peut-être envie d'aller lire Pessoa, comme ça. Et bon, donc il faut qu'on passe à Stéphanie, là, parce qu'il va être. Oui, moi, je vais être certainement un peu plus rapide. Bon, parce que déjà, c'est un peu moins philosophique, là, parce que, enfin bon, il y aura toujours des choses à dire. Donc, moi, j'ai choisi Martin Eden de Jack London. Et en fait, je vais un peu tricher parce que je ne vais pas vous lire un long passage. Je vais juste vous lire quelques extraits pour que vous voyez un petit peu la tonalité du livre. Et après, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Donc en fait, Martin Eden, on est au début du XXe siècle et c'est un marin californien et qui est pauvre en fait, donc qui a plein d'aventures, voilà. Mais bon, il est pas du tout cultivé. Et puis un beau jour, il défend quelqu'un lors d'une bagarre. Et la personne qu'il défend l'invite pour le remercier à dîner.
et il rencontre la sœur de la personne qu'il a aidé, quoi. Et il tombe amoureux, et pour pouvoir conquérir cette femme, il décide en fait de se construire une culture, et petit à petit, il décide de devenir célèbre en devenant écrivain. Voilà, donc c'est tout son parcours. Et donc, dans son parcours, je vais vous lire quelques extraits. Et bon, vous allez voir, c'est tout un parcours. Alors, le livre est assez... Combien il fait 450 pages. Hein, donc, bon, voilà, c'est quand même... voilà, il a un parcours qui est assez long quand même. Alors, donc voilà, premier extrait. Donc, au démarrage, l'apprentissage, c'est un petit peu compliqué, l'apprentissage de la lecture, parce il doit apprendre à lire. Donc, le premier extrait, c'est ça. La masse de livres qu'il lut ne lui servit qu'à stimuler son impatience. Chaque page de chaque volume n'entrebâillait qu'une fenêtre minuscule du paradis intellectuel, et son appétit, aiguisé par la lecture, augmentait à mesure. Mais il ne savait pas par quel bout commencer et souffrait continuellement du manque d'études préparatoires. Les plus simples allusions, évidemment comprises par n'importe quel lecteur, lui échappaient. Voilà, donc il continue, il est acharné, il lui manque le vocabulaire, les clés pour faire le lien, mais il continue. Deuxième extrait. Son cerveau n'était ni faible ni paresseux. Il aurait pu comprendre ses idées sans son manque d'entraînement à réfléchir et son ignorance des moyens techniques pour y parvenir. C'est ce qu'il devina, et il entretint un instant l'idée de ne lire que le dictionnaire, jusqu'au jour où il aurait compris tous les mots. La poésie, toutefois, était une grande consolatrice. Il en lisait beaucoup, préférant les poètes simples qu'il comprenait mieux. Voilà. Et petit à petit, il trouve des clés à ses lectures. Et donc, ça donne... Il avait fait à la bibliothèque la découverte d'un trésor. De même que la grammaire lui avait montré la construction de la langue, ce trésor lui montra celle de la poésie, et il put ainsi à connaître la métrique, la cadence, la forme, en un mot, des choses qu'il aimait. Et petit à petit, donc là, il a progressé dans son apprentissage. Et en fait, grâce à un de ses amis qui s'appelle Herbert, il arrive petit à petit à faire des liens dans tout ce qu'il a appris. Parce qu'au début, il apprend plein de choses, mais il n'arrive pas à faire les liens. De tout temps, il avait emmagasiné beaucoup de choses dans des cases séparées de son cerveau. Ainsi, il en savait énormément sur la navigation, sur les femmes également. Herbert lui démontra qu'il est au contraire impossible qu'il n'y ait pas corrélation. Tout est relié à tout. Depuis les myriades d'atomes qui composent un grain de sable sur la plage, il unifiait ainsi l'univers et le contemplait, ou bien il se promenait à travers sa jungle en voyageur pacifique. Il observait, notait, se familiarisait avec tout ce qu'il voulait connaître encore. Et plus il apprenait, plus il admirait la création, la vie et sa propre existence au milieu de toutes ces merveilles. Donc bon, là, on sent qu'il a fait les liens, que tout ça se précise. Mais finalement, il commence à arriver dans une impasse. Il s'aperçoit qu'il a pas du tout la même éducation et la même façon de penser que les autres, mais en même temps, il s'aperçoit que plus il apprend et plus il lit, plus ses pensées sont poussées et bien finalement plus brillantes, entre guillemets, que celles des personnes du monde éduquées qu'il côtoie maintenant. Et ça donne le milieu, les sommets auxquels il avait aspiré, les gens dont il avait rêvé devenir l'égal, le désappointaient. Il en savait plus qu'eux, de la vie et des livres, et il se demanda à quoi leur servait leur éducation. Et donc, je vais finir par vous lire un extrait où là, justement, se rejoignent les deux mondes dans lesquels il a vécu. Il se retrouve projeté dans à nouveau une bagarre. Et ça donne ça. Il se retrouve près d'une bagarre et avec d'autres gens intellectuels qui sont à côté de lui. Ce combat avait amusé Martin. Il y avait retrouvé un peu de sa fièvre combative d'autrefois. Mais elle s'éteignit vite et une grande tristesse l'oppressa. Il se sentit soudain très vieux, terriblement plus vieux que ses insouciants compagnons du temps passé. Il avait voyagé loin, trop loin pour pouvoir revenir. Leur manière de vivre, qui avait été un jour la sienne, lui déplaisait à présent. Tout le désappointait. Il était devenu un étranger. De même que la bière lui semblait râpeuse, leur société lui semblait grossière. Il avait trop évolué. Trop de livres ouverts les séparaient. Il avait voyagé si loin au pays de l'intelligence qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. D'autre part, son besoin bien humain de camaraderie demeurait insatisfait. Il n'avait pu se faire un foyer nouveau.
De même que ses copains d'antan ne pouvaient le comprendre, ni sa propre famille, ni la bourgeoisie, ni même cette fille, assise à côté de lui et qu'il estimait beaucoup, était incapable de le comprendre, ni de comprendre le sentiment qu'il avait pour elle. En y réfléchissant, sa tristesse s'imprégnait d'amertume. Voilà. Voilà pour les extraits que je voulais vous lire. Et donc, en fait, pourquoi j'ai choisi ce livre? Déjà, alors ça fait un lien avec l'UCP, avec le DUFA, parce qu'en fait, ce livre, c'est Christian qui m'en a parlé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Christian. Enfin, tu nous en avais parlé pendant une de nos séances d'écoute transversale. Et en fait, ouais, tu nous avais parlé en fait de cette éducation petit à petit cette personne en fait qui arrivait à s'éduquer par rapport au livre et puis finalement à l'impasse dans laquelle il finissait par tomber. Et moi, j'écrivais un mémoire sur la lecture à l'époque. Et finalement, je m'étais aperçue que, en fait, je donnais des cours à des gens qui n'avaient jamais lu. Et enfin, tout ça, ça m'avait beaucoup remué. Et je me suis dit, Martin Eden, c'est vraiment la conclusion. Parce que finalement, évidemment, il souffre on va dire, d'une névrose de classe. Alors là, je ne sais pas si c'est qu'une névrose de classe, mais en tout cas, il se retrouve projeté de par sa volonté, de par aussi ses capacités, parce qu'il devient même un écrivain reconnu. Donc voilà. Il se retrouve projeté dans un monde qui n'est pas le sien et finalement il n'arrive pas à faire de ces deux mondes quelque chose d'optimiste, de positif et voilà, ça le rend triste. Alors après il aurait pu avec une autre personnalité se dire c'est génial parce que du coup je sais tellement de choses. Voilà. Mais il se retrouve complètement coincé parce que, et c'est ce que dit bien le dernier extrait, c'est que tout à coup, il est plus dans un monde, il est plus dans l'autre, et en fait, il a plus sa place, quoi. Voilà. Et du coup, je trouve que c'était intéressant sur l'éducation, sur le fait que finalement, l'idée de se dire qu'on va s'éduquer par les livres, c'est vrai que ça peut être une formidable ouverture sur le monde, mais ça peut être aussi terrible pour la personne qui reçoit tout ça si elle n'est pas prête à la recevoir et si elle n'est pas entourée par des personnes qui peuvent lui donner les codes et les clés. Et lui, il a trouvé les codes et les clés tout seul. Alors, ce roman, il est quand même assez proche, je pense, de ce que Jack London a lui-même vécu. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, c'est son roman le plus autobiographique. Et on voit bien toute la douleur et en même temps, on comprend parce que tout ça se fait en 450 pages, donc il y a quand même le temps. Et on comprend toutes ces réflexions par rapport, en fait, même le fait qu'il devienne célèbre, alors qu'au début, on se dit, non, c'est un tocard, il ne va jamais réussir à écrire. Tout ça le remue profondément, le touche, parce qu'il est d'une grande sensibilité. Et finalement, ça le met dans une impasse qui est terrible, en fait, je trouve. Du coup, lire, c'est bien, mais pas en tout cas pour lui, c'était pas... Ça l'a obligé à grandir, à s'ouvrir, et en même temps, ça l'a rendu très triste et très malheureux. Plus que très malheureux, en fait. Ça l'a détruit, en fait, finalement. Voilà. Donc, je trouve que c'est un livre, en tout cas, qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, voilà, ça m'a fait faire le lien entre le DUFA et du coup l'UCP. J'en ai fini. Merci Stéphanie. Merci. Comme tout à l'heure, des réactions. Est-ce que quelqu'un avait lu Martin Eden? Non, moi j'ai vu le film. Il y a un film. Oui, tout à fait. Il y a un film qui est sorti, qui a une transposition intéressante en fait du livre, en effet. Ouais. Qui retrace bien, je trouve. Moi qui avais lu le livre avant, je trouve qu'on retrouve bien. Après, je sais pas, quand tu as vu que le film, t'en as pensé quoi, Serge? Non, j'ai pensé que c'était toute une époque d'aventure, d'aventuriers, de vouloir se faire reconnaître dans une catégorie, dans une classe, tout ça. Oui, enfin, moi, j'ai trouvé très beau le film. Ouais, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi, mais je me disais peut-être qu'en ayant lu le livre avant, ça faisait que j'étais déjà plongée dans l'histoire. Moi, ça m'a donné envie de lire le livre, en tous les cas. D'accord. Tu peux le lire, il est bien. ouais, t'imagines bien. Ouais. C'est vrai, ouais. Oui, ça se lit très facilement. Oui, tout à fait. C'est épique, comme on pourrait dire. Oui, moi, après, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai bien accroché, parce que je trouve que comme c'est ancré dans la réalité,
Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment. On sent que c'est un homme concret, Jack London. On sent qu'il a vécu des choses concrètes. Du coup, j'aime bien parce que il fait pas une réflexion totalement Ouais. évaporée sur l'éducation et tout ça. Il montre en fait ce que ça veut dire de se transformer en apprenant en fait. Et je trouve ça très. Enfin, on voit au fur et à mesure des chapitres, on voit l'évolution de ce Ouais. personnage qui se construit en fait à coups de livres en fait. Bon, voilà. C'est un récit d'apprentissage, moi, je trouve. Ouais. 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 Et comment dire, il y a bien sûr, en tant que récit d'apprentissage, il y a bien sûr un parallèle, mais tu l'as dit, hein, Stéphanie, il y a un parallèle entre ce qui est décrit de la vie du personnage du roman, Martin Eden, et ce qu'a vécu véritablement London. Mm. Alors, il n'y a pas tout, mais il y a de nombreux épisodes de la biographie de London que l'on retrouve dans le roman, hein, transposé avec le nom de Martin Eden. Ouais, et puis il y a vraiment des passages intéressants, on va dire presque politiques. Alors ça, c'est mon côté politique qui vibre quand c'est comme ça. C'est qu'il parle à un moment, il va travailler dans une blanchisserie, il bosse comme un fou. Et en fait, il s'aperçoit, il se dit, mais en fait, les pauvres, ils n'ont pas le temps d'apprendre. Parce qu'en fait, ils bossent comme des tarés toute la semaine. Et le seul moment où il a un peu de temps libre, ils sont tellement crevés qu'ils claquent tout leur fric dans l'alcool. Et hop, le lundi, ils réenchaînent en fait. Et tout à coup, il s'aperçoit, et c'est pour ça, en fait, il arrête. À un moment, il se dit non, il faut que j'arrête de travailler, parce que si je travaille, je ne peux plus m'instruire. Et je trouve que ça donne bien une bonne idée en effet, comme disait Serge, de cette époque-là. Et après, c'est peut-être pareil maintenant, mais sur autre chose. C'est-à-dire qu'on va t'abrutir devant des séries ou des choses comme ça. Mais du coup, tu t'instruis pas parce qu'en fait, tu es trop fatigué. Tu as juste envie le soir alors eux, c'était dormir et puis boire le week-end. Et puis là, peut-être que nous, c'est pareil. C'est oh là, fatigué. Je préfère me foutre devant la télé et puis débrancher mon cerveau. Et c'est très net. Il montre bien que pour pouvoir changer de vie, il est obligé carrément de basculer dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, pour pouvoir en fait se sortir après de tout ça. Et ça, je pense, c'est du vécu quand même chez Jack London. Oui, il y a énormément de vécu, hein, ce qu'ont relevé bien sûr les biographes de Jack London. Hein, ils ont fait de nombreux parallèles, quoi. Même pour ce qui est de la grosse tête que prend un peu Martin Eden à un moment donné, hein, lorsqu'il devient vraiment un auteur connu, un auteur à succès, avec une puissance intellectuelle marquée, etc. London a vécu les mêmes choses. Hein, bon, sauf que c'est London sur le plan du roman seulement. Hein, ce n'était pas un théoricien, London. C'était avant tout un raconteur d'histoire. Mais avec toujours derrière quand même une vision du monde, hein, une vision du social, une vision politique. Hein, des romans comme Talons de fer, par exemple. Talons de fer, c'est quelque chose de très dur sur le vécu ouvrier dans les usines, sous le poids de la hiérarchie, du capitalisme, etc. Là, c'est vraiment carrément une analyse marxiste, en fait, traduite en histoire. Hein, et puis, il y a le rapport de London aussi dans son temps, comme vous dites, très très fort avec la nature. Hein, il a tout fait, London, à son époque. Il a tout fait. Il a été chercheur d'or, il a été pêcheur, navigateur au long cours, romancier, politicien. Enfin, il a absolument tout fait, ce gars-là. Il est mort il y a longtemps. En London, oui, il est mort, je sais pas, vers 1900. Oui, il faut fiche Wikipédia tout de suite. Non, il est mort vers. Je sais 1916, il est mort en 1916. Ouais, j'allais dire 10, ouais, mais bon. 1916. 1916. Hein. Il a énormément écrit. Ah oui, énormément. La bibliographie de London est impressionnante. Hein. Oui, il y a au moins une trentaine de romans minimum. Ouais, c'est ça. Et mais il y a aussi des choses qu'on lisait quand on était enfant, hein, quand on lisait L'Appel de la forêt, par exemple, toutes ces histoires autour du loup ou du chien-loup, par exemple, dans le Grand Nord, avec les trappeurs, etc. L'histoire qu'on lisait souvent aux enfants, peut-être un peu moins maintenant.
Et puis ça, le symbole du loup, du loup qui est apprivoisé, ou plutôt du chien qui retrouve l'instinct du loup, finalement, dans l'appel de la forêt et qui va redevenir loup, c'est presque une métaphore de ce qu'était London lui-même, ou ce qu'il rêvait d'être. Mhm. De ce qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire rejoindre à un moment un état de nature qui n'existait quasiment plus déjà à son époque. Déjà à son Ouais, époque. d'accord. Ce serait quasiment un écrivain écologiste avant la lettre, quoi. C'est un Américain? Oui, oui, il est américain. Il Hmm. est américain. Mais c'était Et pas un journaliste, Christian, non? Pardon? C'était pas un journaliste, non? Oh, il a dû être journaliste. il a fait aussi un peu de journalisme, Il me je crois. semble, hein, ouais. Mais en fait, il dit en fait, oui, en fait, quand on lui dit que sa vie ressemble, enfin, c'est terrible parce que en plus, il a écrit la fin de l'histoire de Martin Eden et en fait, sa propre fin est la même que celle de Martin Eden, donc ça fait un peu bizarre. Et en fait, mais il dit quand même que Martin Eden, pour lui, il n'a pas ce côté, enfin, c'est ça qui fait que il finit par être complètement, enfin, trouver qu'il n'y a plus d'intérêt à tout ça parce qu'il est très individualiste et qu'en fait, finalement, ce qui relie les gens, ce qui leur permet en fait d'avancer, c'est la société. Donc, Jack London avait peut-être un peu plus cette conscience que c'était le nous qui lui permettait de pouvoir avancer, même s'il était déçu, je pense, relativement souvent, parce que peut-être certainement très brillant, très intelligent, et du coup, il se rendait compte que des fois, les gens, ils suivaient pas ses ressentis. Mais en fait, c'est un peu terrible parce que bon, c'est pas non plus. De toute façon, c'est marqué dans la 4e de coupe. Il s'est suicidé, Jack London, et Martin Eden, dans la fin du livre, le héros se suicide. Voilà. Donc c'est assez bizarre de se dire, il dit non, non, c'était pas moi, mais enfin bon, à la fin, il finit comme le héros qu'il a écrit, quoi. Alors, pour le décès pour la mort de London, on n'est pas bien sûr, hein. Les biographes ne sont pas tous d'accord Ah, sur la façon dont il est mort. Il y en a qui pensent que c'est un suicide, d'autres qui pensent que c'est une intoxication. ah d'accord. Ah, Alors, bah alors dans ce cas-là, la légende. Ouais. non, mais il est possible que c'était un suicide, hein. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, mais juste avant, c'est vrai que le roman Martin Eden, c'est une critique de l'individualisme, Mm, mm, critique de l'esprit individualiste, contrairement à l'esprit socialiste qui était celui de la jeunesse de London, en mm. fait, hein. Et que peut-être lui-même il perdait un peu de vue déjà au fil de sa carrière littéraire. Et à la fin de sa vie, London avait vraiment des troubles psychologiques très importants, Ah d'accord. qui provenaient peut-être de son ascension fulgurante, hein, d'ailleurs, hein, Mm. de son ascension fulgurante à laquelle il n'était pas préparé. Même tout le fait de devenir millionnaire, etc., presque du jour au lendemain, pour lui, ça a été, comme pour Martin Eden, pas sur le plan de l'argent, mais de la célébrité, Mm. de la renommée, ça a dû être un chamboulement terrible, aussi pour sa propre névrose de classe, quoi. Et donc, à la fin de sa vie, comme il avait beaucoup écrit sur le loup, sur les grands espaces, à la fin de sa vie, il souffrait d'une pathologie un peu bizarre. C'est-à-dire il mangeait souvent comment, comment ça s'appelle, des grives, des oiseaux à peine cuits. Oh. À peine cuits parce que cet animal, cet oiseau, c'est un des mets favoris du loup, qui les mange crus, bien sûr, bien sûr. Et donc, il avait cette pathologie-là qu'il rapprochait du loup, le loup qu'il avait toujours vu dans ses romans comme l'expression même de la liberté, un peu féroce, liberté féroce, bien sûr, pour le loup, mais liberté quand même, liée aux grands espaces, etc. Et puis, en plus, il y avait l'usage de la drogue. L'usage de la drogue très, 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 très importante. Et on suppose que sa mort, donc, voilà, comme il souffrait aussi dans son corps par d'autres maladies et qu'on lui faisait des injonctions de morphine, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un suicide de sa part, D'accord. juste Ok. par une Ok. overdose. Mm. Il y a le doute. Il y a le doute. Mais Bon, il avait quand même un comportement un peu autodestructeur, tout à je fait. pense que Oui. voilà. Mais bon, en effet. Parce qu'on a souvent des photos de Jack London. Il y en a une qui est très connue quand il est en blouson de cuir, etc.
sur un bateau, je crois d'ailleurs. C'est une photo des plus connues de London. Et là, il est encore jeune homme. Il est très svelte, il est beau mec, etc. Or, à la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui pèse 130 kilos. Ah ouais, C'est quelqu'un qui est 130 devenu ah ouais. difforme. C'est quelqu'un Ah ouais. qui n'a plus rien à voir avec l'aventurier physiquement qu'il fut, réellement aventurier. Donc, donc on ne sait pas bien sur ce Mhm. point, mais le doute est là. Le doute est là. Mm. Donc, c'est vraiment un roman très, très intéressant. Et puis, pour l'auto-apprentissage, pour l'auto-éducation, c'est un des écrits vraiment phares que l'on cite très, très souvent dans les recherches sur l'auto-formation, sur l'autodidaxie, évidemment. Mhm. Martin Eden, c'est quelque chose qui revient constamment comme exemplification possible, littéraire. Mais récemment, j'ai revu le film, je ne sais pas si vous avez dû voir ça, Will Hunting, qui est un film de Gus Van Oui, Sant, ouais, mhm. Ouais. un film qui a une vingtaine d'années. Ben, c'est un Oui, peu ça aussi, c'est vrai. l'histoire de Will. C'est un Mhm. peu ça. Sauf que Will, dans le film, est génial d'emblée. Il possède les Oui. mathématiques, il Mhm. comprend les mathématiques, et le film n'explique pas comment il a appris les mathématiques. C'est vrai. Mm. C'est Alors que vrai. chez London, on voit bien comment Martin Eden apprend tout ça. C'est bien, bien décrit. D'ailleurs, avec des apprentissages qu'avait fait lui-même Jack London. C'est ça. Et Hein. c'est pour ça que je trouvais intéressant parce que c'est pas tout à coup le mec génial qui arrive Mm. facilement à tout apprendre. On voit bien que l'apprentissage, il demande un effort et que cet effort, au début même, il a du mal à comprendre. C'est pour ça qu'il fait pas les liens. Enfin, c'est encore obscur, quoi. Et au final, petit à petit, les choses se mettent en place. Ça, je trouve que c'est une partie intéressante de voir que non, c'est pas comme dans un film hollywoodien où en effet, t'apprends trois, quatre trucs, puis après, hop, ça y est, t'as tout compris et tout ça. Toute cette phase d'apprentissage, elle est douloureuse en fait. Il se heurte à beaucoup d'écueils en fait, puisqu'il n'a pas les codes et pas les usages. Mm. Mm. L'autodidacte vu par Mm. London là, n'est pas un génie. C'est Non. quelqu'un qui bosse Mm. beaucoup, qui souffre dans l'apprentissage, etc. Alors que dans le film de Gus Van Sant, donc, pour ce mathématicien, bon, ben, on a l'impression que le savoir, il l'a d'emblée, quoi. Ouais, Mm. ouais, Il est génial d'emblée. c'est Et, vrai. et le scénario ne décrit pas comment c'est arrivé, quoi. C'est vrai. Ouais, t'as raison, Christian. Ouais. C'est Mm. ça, c'est génial. Mais par Mm. contre, ce qui ressemble à Martin Eden, c'est aussi le trouble de classe, la Mm. névrose de classe aussi. Lorsque Will s'échappe du quartier ouvrier dans lequel il vit, en abandonnant finalement ses amis d'enfance pour partir dans les grandes universités, dans les laboratoires de recherche fondamentale les plus cotés des États-Unis. Là, il y a plusieurs scènes qui sont très très justes, hein, où même ses propres amis lui disent mais si, tu dois partir. Non, pas tous ses amis, mais un sur lequel il travaille encore sur un chantier, lui dit non, non, mais il faut que tu partes. Ouais, Et, c'est vrai. et Mm. finalement, Will finit par partir. Mm. Alors, et puis le film se termine sur une note plutôt encourageante et joyeuse, C'est vrai. plutôt à l'inverse du roman Martin Eden qui se termine très très mal, Mm. Mm. par un suicide. Ouais. Donc c'est aussi une thématique quand même que celle des transfuges finalement, des transfuges de classe, hein, qui courent pas mal hein, dans la littérature. Qui court pas Mm. mal. Il y a Annie Ernaux, par exemple. Annie Ernaux Ouais, a écrit énormément sur ce sujet parce que c'est aussi c'est son vrai. histoire à elle, depuis C'est vrai. tous les récits qui vont suivre. C'est aussi son histoire à elle Mm. de fille de petits boutiquiers finalement, hein, du côté Mm. de la Normandie, je ne sais plus C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. hein, Oui, et, c'est ça, Christian. Mm. oui, et qui va avoir un parcours intellectuel comme ça, qui va l'éloigner de plus en plus de, de- Mm. de son milieu d'origine. Et tout ce qu'elle écrit, ça transpire comment dire, c'est pas de souffrance, mais ce malaise. Bien sûr. Mm. Ce malaise Ouais. d'être à deux doigts de la trahison, finalement. Enfin, quelque chose comme ça. C'est Oui. ça. C'est Retour à Reims aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mm. C'est un philosophe, je crois. Didier Et qui... Ribon, je crois. Comment? C'est pas Didier Ribon?
C'est ça, Didier Ah, Ribon. non. Et lui, alors lui à la base, c'est parce qu'en fait finalement il veut s'éloigner de son milieu parce qu'il est gay. Et petit à petit, il montre bien que par exemple il dit ah mais moi je pensais qu'on pouvait pas parce qu'il vient d'un milieu ouvrier du côté de Reims. Et il dit mais moi je pensais pas qu'on pouvait mettre le foot et être intellectuel par exemple. Du coup pendant très longtemps il dit non non moi le foot. Et en fait il s'aperçoit en fait qu'il se construit toute une carapace d'un intellectuel comme il imagine l'intellectuel. Et du coup, il se prive d'un certain nombre de choses parce qu'il ne veut pas, en fait. Il se dit, oh là là, sinon, ça va trop ressembler à mon milieu d'origine. Et c'est compliqué. On voit comment il est tiraillé aussi, lui aussi, très nettement par ce qu'il a voulu, en fait, ce à quoi il a voulu échapper, en même temps, ce qu'il rattrape quand même, quoi, parce qu'on n'échappe pas complètement à comment on s'est construit, en fait. Donc, c'est vachement, moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir, en effet, que on peut être traversé par plusieurs choses. Et quand on n'a pas les codes pour pouvoir se dire que c'est une richesse et non pas quelque chose sur lequel on doit se fermer, forcément, c'est difficile. Alors que quand tu le prends comme une richesse, tu peux te dire, du coup, je viens, un peu comme toi, Christian, quand tu dis des fois, moi, je viens de... nous avais dit ça aussi, que des fois, c'était compliqué quand tu étais conducteur de train et quand tu travaillais aussi à l'université, parce qu'en fait, tu étais partagé entre deux mondes et que ces deux mondes, ils étaient vraiment différents. Donc voilà. Alors comment on fait pour mettre tout ça ensemble? Martin Eden, il échoue. Hein. Franchement, il échoue, le pauvre. Aussi, le pauvre, oui, ça. Voilà. Mais bon, il y a quand même des choses, il y a des gens qui arrivent un peu plus à prendre conscience de ça et finalement à lier tout ça. Mais ça peut être un travail compliqué à faire. Et puis, pour finir là-dessus, j'ai envie aussi de citer un autre livre, mais qui renvoie à ça, qui renvoie aussi au film de Gus Van Sant, Hunting, c'est Des fleurs pour Algernon. Ah oui. Des fleurs pour Algernon, c'est un Ouais. roman super Oui. de Daniel Case. Pour ceux qui l'ont pas lu, C'est superbe ça, oui, c'est c'est vrai. un simple d'esprit, on dirait presque d'un handicapé mental, qui écrit, qui sait pas écrire en fait. Il écrit mais totalement dyslexique, en plus, qui écrit mal, qui n'arrive pas à orthographier correctement, ne serait-ce que le mot le plus simple. Table, il ne sait pas l'orthographier, chaise non plus. Et donc, quand il écrit, c'est absolument illisible. Et le début du roman est écrit comme ça. Le début du roman c'est est vraiment écrit très comme bien, oui. ça, dans un style totalement illisible. Il faut qu'on lise 3 fois, comme un enfant qui écrirait, vous voyez, très très mal, quoi. Et puis peu à peu, il devient de plus en plus intelligent. Il devient de plus en plus intelligent. Je me rappelle plus s'il suit un Parce qu'en fait, on lui injecte des choses, en fait. Voilà. On lui a injecté, Voilà. on lui a injecté des produits et il devient formidablement intelligent grâce Voilà. à ce... Enfin, c'est un petit rat de laboratoire, quoi, en fait. Oui, il devient un personnage hyper doué. Et au fur et à mesure qu'il progresse dans l'intelligence intellectuelle, tout au moins, le style d'écriture change. On voit que son écriture devient de plus en plus raffinée, de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiquée, quoi. Jusqu'au moment où ça arrête de faire son effet. Ouais, l'expérience rate, en fait. L'expérience rate, et peu à peu, il redevient le simple d'esprit qu'il était au début, et l'écriture du livre se délite de plus en plus, et après avoir eu son acmé comme ça, elle redevient l'écriture d'un enfant à la fin. Et c'est un livre très, très, très touchant aussi de ce côté-là, je trouve, des fleurs à Algernon. Et en plus, tu vois très bien que petit à petit, il prend conscience, parce qu'au début, il ne prend pas conscience, il a que des amis, il ne se rend même pas compte qu'on se moque de lui. Et en fait, petit à petit, quand il devient très, très intelligent, finalement, il est très, très seul. Et quand il redescend, en fait, ce qui est drôle, c'est que petit à petit, il retrouve ses amis. Il y a même des gens qui le défendent parce que on commence à se moquer de lui. Et en fait, il retrouve ses amis, il ne comprend pas. D'ailleurs, il y en a un qui se bat pour lui. Et en fait, finalement, c'est triste, mais il est peut-être légèrement plus heureux quand il est complètement ignorant que quand il est devenu très intelligent. La suprême intelligence qu'il acquiert, finalement, l'isole totalement. Quoi. Donc, bon. Mais c'est très... Ouais, j'aime beaucoup ce livre, ouais. Ouais, ça rime pas forcément avec bonheur. Oui, non, visiblement, non. Bon, merci Stéphanie, parce que là, il est 20h30. Merci pour ça.
Donc on récapitule, Jack London, Pessoa, plus de 3 bouquins qui sont passés au passage comme ça. Ben, maintenant, il nous reste Sioran avec toi, Jackson. Il nous Ok. reste une demi-heure. Voilà, voilà, tu as la Bon, alors, donc c'est entretien de Sioran. Il y a une vingtaine de journalistes, philosophes, essayistes, poètes qui l'interrogent. C'est tous des écrits qui ont une quarantaine d'années. Hein. C'est tiré de journaux de je ne sais pas où. Et donc, le premier extrait que je voudrais dire, c'est un journaliste philosophe qui s'appelle Fernando Savater, Savaté, je ne sais pas comment on peut dire, et il lui pose la question, le livre est une blessure. Et il lui dit, vous avez écrit, un livre doit fouiller les blessures et même les irriter. Un livre doit être un danger. En quel sens vos livres sont-ils dangereux? Et il répond, bien écoutez, on m'a dit plusieurs fois que ce que j'écris dans mes livres ne se dit pas. Quand le précis est sorti, le critique du Monde m'a envoyé une lettre de reproche. Vous ne vous rendez pas compte. Ce livre pourrait tomber en des mains de jeunes. C'est absurde. À quoi les livres vont-ils servir? À apprendre? Cela n'a aucun intérêt, car pour cela, il suffit d'aller en classe. Non, je crois qu'un livre doit être réellement une blessure, qu'il doit changer la vie du lecteur d'une façon ou d'une autre. Mon idée, quand j'écris un livre, est d'éveiller quelqu'un, de le fustiger. Étant donné que les livres que j'ai écrits ont surgi de mes malaises, pour ne pas dire de mes souffrances, c'est cela même qu'ils doivent transmettre en quelque sorte au lecteur. Non, je n'aime pas les livres qui se lisent comme on lit un journal. Un livre doit tout bouleverser, tout remettre en question. Pourquoi? Bien, je ne me préoccupe pas beaucoup de l'utilité de ce que j'écris, parce que je ne pense vraiment jamais au lecteur. J'écris pour moi, pour me libérer de mes obsessions, de mes tensions, rien de plus. Une dame écrivait à mon sujet, il y a peu, dans le quotidien de Paris, Sioran écrit ce que chacun se répète à voix basse. Je n'écris pas dans le but de faire un livre, pour qu'on le lise. Non, j'écris pour me défaire d'un fardeau. Mais c'est ensuite, en méditant sur la fonction de mes livres, que je me dis qu'ils devraient être comme une blessure. Un livre qui laisse le lecteur pareil à ce qu'il était avant de lire est un livre raté. Deuxième extrait. Sioran, vous avez souvent parlé de l'ennui. Quel rôle l'ennui, le dégoût a-t-il joué dans votre vie? Oh, je peux dire que ma vie a été dominée par l'expérience de l'ennui. J'ai connu ce sentiment dès mon enfance. Il ne s'agit pas de l'ennui qu'on peut combattre par des distractions, la conversation ou les plaisirs, mais d'un ennui, pourrait-on dire, fondamental, et qui consiste en ceci. Plus ou moins brusquement, chez soi ou chez les autres, ou devant un très beau paysage, tout se vide de contenu et de sens. Le vide est en soi et hors de soi. Tout l'univers demeure frappé de nullité. Et rien ne nous intéresse, rien ne mérite notre attention. L'ennui est un vertige, mais un vertige tranquille, monotone. C'est la révélation de l'insignifiance universelle. C'est la certitude portée jusqu'à la stupeur ou jusqu'à la clairvoyance suprême que l'on ne peut, que l'on ne doit rien faire en ce monde ni dans l'autre, que rien n'existe au monde qui puisse nous convenir ou nous satisfaire. À cause de cette expérience qui n'est pas constante, mais récurrente, car l'ennui vient par accès, mais qui dure beaucoup plus longtemps qu'une fièvre. Je n'ai rien pu faire de sérieux dans ma vie. Pour dire la vérité, j'ai vécu intensément, mais sans pouvoir m'intégrer à l'existence. Ma marginalité n'est pas accidentelle, mais essentielle. Si Dieu s'ennuyait, il n'en serait pas moins Dieu, mais un Dieu marginal. Laissons Dieu en paix.
Depuis toujours, mon rêve a été d'être inutile et inutilisable. Ainsi donc, grâce à l'ennui, j'ai réalisé ce rêve. Une précision s'impose. L'expérience que je viens de décrire n'est pas nécessairement déprimante, car elle est parfois suivie d'une exaltation qui transforme le vide en incendie, en un enfer désirable. Et tandis que je m'apprête à sortir, Sioran insiste. N'oubliez pas de leur dire que je ne suis qu'un marginal qui écrit pour éveiller. Redites-le, mes livres prétendent éveiller. Troisième truc, sur le même... le pouvoir, c'est le mal. L'utopie est, pour ainsi dire, le problème d'un pouvoir immanent et non transcendant à la société. Qu'est-ce que le pouvoir sur? Oh, je crois que le pouvoir est mauvais, très mauvais. Je suis résigné et fataliste devant le fait de son existence, mais je pense que c'est une calamité. Écoutez, j'ai connu des gens qui sont parvenus au pouvoir et c'est quelque chose de terrible, quelque chose d'aussi terrible qu'un écrivain qui parvient à se rendre célèbre. C'est comme porter un uniforme. Quand on porte un uniforme, on n'est plus le même. Eh bien, accéder au pouvoir, c'est porter un uniforme invisible, toujours le même. Je me demande pourquoi un homme normal ou apparemment normal accepte-t-il le pouvoir, accepte-t-il de vivre préoccupé du matin au soir, etc., etc. Sans doute parce qu'il est dominé, parce que dominer est un plaisir, un vice. C'est pour cela qu'il n'y a pratiquement aucun cas de dictateur ou de chef absolu qui renonce au pouvoir de bon gré. Le cas de Sylla est le seul dont je me souvienne. Le pouvoir est diabolique. Le diable n'était qu'un ange avec une ambition de pouvoir. Désirer le pouvoir est la grande malédiction de l'humanité. Voilà, ça c'est le premier extrait et je vais vous en lire un deuxième, il y en aura plein que je pourrais vous lire, mais celui-là je le trouve intéressant aussi. C'est un entretien de Esther Seligón, qui est une Mexicaine poète traductrice. Et elle lui dit, considérez-vous enfin la fin de l'histoire comme une apocalypse? Non, je crois que l'homme est condamné, mais je ne peux dire comment il va finir. Il y a de nombreuses possibilités. Je crois, oui, en son destin tragique. Parler de la bombe atomique est trivial, mais c'est une réalité. La catastrophe ne sera pas totale. Pour être plus précis, l'Europe, les États-Unis et la Russie disparaîtront. Ce sont les nations qui ont fait l'histoire. L'apocalypse atomique est devenue une vision de concierge. Si elle est sans doute vraisemblable et fondée, elle n'est pas intéressante. C'est le destin de l'homme en dehors de tous ces accidents qui est intéressant. Étant aventurier de nature, il ne finira pas dans son lit. Si tout va bien, il finira en dégénéré un peu temps, une caricature de lui-même, un animal dégénéré. Il ne peut se renouveler indéfiniment étant donné le rythme accéléré de l'histoire, mais il peut se maintenir encore quelques siècles comme survivant. Tout ce que l'homme fait se retourne contre lui, c'est là son destin et la loi tragique de l'histoire. On paye pour tout, pour le bien et pour le mal, c'est la grande ironie de l'histoire, comme destin de l'homme, destin qui ne consiste qu'à se corrompre. Tout a une finalité, sauf l'homme, fanatique, agrippé à ses objectifs. Et tout fanatique est un simulacre de Dieu. Peut-on vivre si l'on ne croit pas au sens de l'histoire? La vie a-t-elle un sens? Quand on assiste à un enterrement, on ne peut se dire que mourir a été le sens de cette vie. Et il n'y a pas d'objectif en soi. C'est l'illusion de l'objectif qui est le grand moteur, sauf que celui qui le possède ne sait pas qu'il s'agit d'une pure illusion. Et la connaissance consiste à savoir ce qu'il en est. Tout le reste, c'est la vie, pas nécessairement avec un grand V. Enfin, c'est là ma vision optimiste dans le cas où l'homme ne se détruit pas par ses propres moyens. Je peux vous en lire encore une petite, si vous voulez, qui est absolument aussi intéressante. C'est ça. Tranquillisez-vous, je suis. La question que je voudrais vous poser maintenant concerne le scepticisme, qui est un aspect fondamental de votre œuvre. Scepticisme si radical
qu'il s'exerce contre lui-même et sape tout système. Il n'est pas jusqu'au langage que vous mettiez radicalement en doute. Voici donc ma question. N'est-ce pas le scepticisme qui a déterminé votre choix de l'aphorisme comme mode d'expression? Il répond, pour vous dire la vérité, je ne sais pas très bien où j'en suis par rapport au scepticisme. Bien qu'il soit au centre de tout ce que j'ai pensé, ce qui est sûr, c'est qu'il a joué pour moi dans maintes occasions le rôle du plus efficace des tranquillisants. Je me suis livré au doute avec volupté, ce qui ne fait pas précisément le sceptique, soucieux qu'il est de maintenir un intervalle entre ses idées et soi-même. Pascal représente le genre de sceptique que j'aime, le sceptique qui s'obstine à croire, qui s'accroche avec désespoir à sa foi, synonyme ou presque de déchirure intérieure. Question, vous faites aussi un rapprochement entre scepticisme et mysticisme. Le scepticisme ne serait-il pas la forme négative de la mystique, dans la mesure où il débouche sur une expérience du vide? Réponse, quand on lit la vie des mystiques, on s'aperçoit qu'ils passent tous par une période de doute, doute qui, poussé à l'extrême, côtoie l'abîme et se détruit par son excès même. C'est alors qu'a lieu réellement le saut hors du scepticisme. Il importe ici de faire la distinction entre saints et mystiques. Les saints ont un côté positif, ils veulent agir, ils se démènent pour autrui. La passivité ne leur sied pas. À l'opposé, le mystique peut être, lui, totalement inactif, un obsédé, un égoïsme sublime. La plus grande épreuve pour lui est la sensation d'abandon, de sécheresse, de désert intérieur, c'est-à-dire l'impossibilité de retrouver la plénitude de l'extase. Question, le vide du mystique débouche sur le néant, mais sur un néant qui est le tout. Est-ce ainsi que vous le voyez? J'ai toujours subi l'envoûtement de ce qui se situe après Dieu ou plutôt au-dessus de lui. Question, le sceptique souhaite-t-il que tout le monde le suive? En d'autres termes, écrivez-vous pour le lecteur ou pour vous-même? Sûrement pas pour les autres. On ne devrait s'adresser qu'à soi et qu'incidemment à des inconnus. Même une pièce de théâtre, si elle prétend au vrai, doit faire abstraction des spectateurs. D'après vous, un livre est un suicide différé. La littérature serait donc une sorte de succédanée. Écrire au lieu de se tuer, elle s'intercale entre le désir et la mort, repoussant toujours plus loin la solution dernière. Toutefois, l'écarter. L'écriture allait-elle été pour vous un secours? Écrire est une grande ressource quand on n'est pas un habitué des pharmacopées. Écrire, c'est se guérir. Je vous donne ce conseil. Si vous haïssez quelqu'un sans vouloir spécialement le supprimer, marquez 100 fois son nom suivi de « je vais le tuer ». Au bout d'une demi-heure, vous êtes soulagé. Formuler, c'est se sauver, même si on ne gribouille que des insanités, même si on n'a aucun talent. Dans les asiles d'aliénés, on devrait fournir à chaque pensionnaire des tonnes de papier à noircir, l'expression comme thérapeutique. L'idée de suicide possède la même vertu. La vie cesse d'être un cauchemar quand on se dit « je peux me tuer quand je peux ». On peut en effet tout supporter quand on dispose d'un tel recours. Voilà, je vais arrêter là. Bon, ça va, tu t'es pas trop ennuyée, Stéphanie? Pas du tout. Non, non, je t'ai pas vu, mais je l'ai applaudi au moment où tu disais le troisième texte. En fait, non, je connais pas du tout, mais vraiment, il est intense. Et puis, il dit plein de choses qu'on peut mettre en lien avec l'actualité. C'est vraiment aussi bien sur le pouvoir, sur le scepticisme, sur l'art. Non, non, ouais, c'est vraiment. Il est très riche, c'est très riche, Ouais, une vision. C'est une vision du monde qui me touche aussi, qui est intéressante et qui est d'actualité, je trouve aussi. Ah ouais, tout à fait. Là, ça fait plein de liens dans ma tête sur plein de choses actuelles, quoi. Donc non, c'est vraiment intéressant. Et en fait, ça, c'est les entretiens, c'est ça? Parce que j'ai pas du tout regardé avant. Je Ouais, voulais c'est être. des entretiens, ouais. Des D'accord. entretiens de philosophes, il y en a une vingtaine, une vingtaine, à peu près. Franchement, non, très. Ça donne envie d'aller Non, c'est pousser, fort, je d'aller crois lire. que c'est quelqu'un qui est allé très très loin en lui-même, je veux dire, qui est allé au bout de choses.
C'est pour ça que le premier texte que j'ai lu par rapport sur le livre, qui c'est un livre, si tu lis un livre et si tu es le même à la fin, Oui, quand tu dis c'est un livre raté. c'est un livre raté, ça me touche, par rapport à l'acteur qui va au bout de lui-même et qui est autre entre un début de pièce et une fin de pièce, dans un travail d'essayer d'atteindre l'inaccessible, enfin, l'inaccessible étoile. Voilà. Et je trouve qu'il y a des similitudes avec Pessoa aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien, ça fait une boucle en fait, avec ce qu'on a vu avec Serge. Mais en fait, un livre raté, personne ne pourra jamais juger parce que tu peux très bien penser que ton œuvre ou ce que tu as écrit ou ce que tu as joué était pas terrible et puis finalement ça va peut-être remuer chez quelqu'un. On ne sait jamais ce que ça va bouger chez l'autre en fait. C'est ça qui Absolument. est. Ouais, donc il faut avoir en même temps beaucoup d'humilité, beaucoup d'espoir parce que ça tombe, tu vois, même tu as joué une pièce, quelqu'un va dire ah ça m'a remué, mais vraiment, enfin pas pour faire de la. Ouais, non, mais tout à fait. Et alors que toi tu dis non en fait c'était pas ce que je voulais faire, mais bon c'est pas grave. La personne elle y a vu autre chose, elle a fait des liens avec ton jeu, alors que toi t'avais pas du tout vu ça. Donc parfois. Même ce qui est, je sais pas, il peut y avoir des livres, certains intellectuels qui vont dire ah, c'est tout nul, mais peut-être que ce livre-là, pour quelqu'un. Absolument, non, mais tout à fait. Et donc, du coup, ça va peut-être faire que la personne va avoir un déclic sur quelque chose, alors qu'en fait, bon, pour les autres, c'est pas terrible, quoi. Donc, ouais. Christian, t'entends pas? On t'entend pas, t'as bouclé. Oui, c'est mieux comme ça quand même. Oui. Et comment t'es arrivé à Sioran, alors toi, Jackson? Aucune idée. J'en ai aucune idée. Il y a quelques années, j'ai dû trouver. J'aimais bien des livres d'entretien comme ça, de personnalité. Et j'avais trouvé un truc sur Rimbaud, sur des peintres aussi. J'aime bien des entretiens. Et je sais pas comment je suis arrivé là-dessus. Là, je relis Grodek aussi. Je ne sais pas si tu connais le livre du Ça. C'est hyper intéressant aussi. C'est sur la psychanalyse. Voilà. Si tu veux, les livres sur l'humain, sur le travail sur soi, m'intéressent assez. Ouais, sur le psy, sur la recherche intérieure des choses. Voilà, mais je ne me rappelle plus parce que c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 15 ans, tu vois, 10-15 ans. Tu vois. Mais il m'avait frappé, c'est vrai que ça m'avait touché. Ouais. Et là, tu l'as relu pour la séance? Ouais. D'accord. Ouais. Et tu n'as pas été déçu? Enfin, je veux dire, tu as retrouvé tout ce qu'il faisait? Ah ouais, j'ai pas été déçu. Non, j'ai pas été déçu. Je l'ai lu en diagonale. Il y avait des trucs que j'avais soulignés. Là, j'ai ressouligné des trucs. Et j'ai pas tout lu ce que je voulais parce que ça serait trop long. Ouais. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut un certain moral quand même pour lire ça, c'est vrai. Comme Pessoa, c'est vrai que ça te... il faut être en forme quand même. Il faut être un peu en forme. Hein. Parce qu'en tant que bouddhiste, tu vois, je suis partagé entre ces deux... je veux dire, voilà, si tu veux, en tant que bouddhiste, j'ai pas cette vision non plus... si tu veux, je suis partagé. Il y a des choses qui me touchent. C'est vrai que le fait de dire que l'humain va mal finir, je le pense un peu. Ouais, je le pense un peu. Ouais. Je pense que, au-delà de ça, je pense que l'humain, c'est un bébé actuellement. Il faudrait revenir dans je sais pas, dans 4-5 siècles. Là, je veux dire, on est en 2000. Il est encore bébé, il lui faut son jouet tout de suite, il est égoïste, machin, faut qu'il prenne un peu de comment dire ça, de poids, de matérialité, d'expérience de vie pour dans 3, 4, 5, 6 siècles, et s'il est encore là, il aura un peu plus peut-être de philosophie, j'espère en tant qu'humain, mais là, c'est vrai que là,
c'est une décadence complète. Et c'est vrai que l'avenir n'est pas réjouissant si on continue comme ça. Hein. Bah, disons que je pense que dans toutes les crises, je pense qu'actuellement on est dans une crise, il peut y avoir du négatif, mais il peut y avoir aussi du positif, c'est-à-dire tout à coup se rendre compte que peut-être qu'on peut éduquer autrement, peut-être que finalement on peut collaborer autrement entre les humains et sur la planète. Donc peut-être qu'en effet... Il faut espérer que ce ouais. Covid fasse réagir, mais il y a des choses qui sont tellement aberrantes au niveau de l'injustice, au niveau de la justice, au niveau que je veux dire, tu te demandes même comment des politiques ou des juges ou une société peut faire des choses pareilles en étant conscient. Je veux dire, c'est bête. Hein, je veux dire, tu tues quelqu'un, tu ressors deux jours après, enfin je déconne, enfin, je fais de la caricature, mais c'est aberrant tout ce qu'on voit dans la société, c'est aberrant, c'est une connerie là. Ouais, je veux dire, tu ne peux que constater avec effarement la débilité de tout ça. Mais parfois, il y a des belles choses qui peuvent émerger, tu vois. Donc, ah bah c'est sûr que c'est, on le dit, hein, c'est dans le fumier qu'il y a les plus belles choses qui poussent. Hein. Ça fait un lien avec Adieu les cons. J'entendais ce matin Dupontel qui donnait sa vision. C'est marrant. J'aime beaucoup Dupontel, j'aime beaucoup. Il disait, en fait, on éduque les gens à la compétition, le pouvoir, tout ça. Bah ouais. Voilà, enfin, en gros, il expliquait que tous les gens qui accédaient aux écoles, au machin, puis après au pouvoir, ils étaient finalement complètement pervertis, en fait. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, ça faisait un lien avec son film. Moi, je l'avais vu avant la crise, enfin, avant la fermeture. Ouais. Et je trouvais qu'il a beaucoup insisté sur l'éducation en disant oui, alors c'était sur France Inter, bon des fois il m'énerve un peu, et c'est le mec qui fait mais vos enfants ils sont où, il fait mais dans une école alternative parce qu'en fait actuellement c'est plus possible d'éduquer, enfin lui il parlait justement de coopération, de fait de comprendre qu'on était là pour apprendre ensemble et pas du tout pour être en compétition. Donc c'était super intéressant et ça me fait penser là quand tu parlais justement quand Sioran parle de pouvoir et tout, ça m'a fait un lien avec lui et je trouvais que justement il avait cette vision un peu posée. Enfin, alors c'est un grand pessimiste Dupontel aussi, mais le côté positif, c'est de dire bah ouais, peut-être que si on change quelques petites choses, notamment dans l'éducation, peut-être qu'il y a des germes d'autres choses qui arriveront. Et moi, je reste fondamentalement optimiste. Donc, j'espère que ces petites choses, petit à petit, vont créer un autre monde, quoi. Voilà. Donc, l'avantage et les avantages du pessimisme, c'est que tu peux être pessimiste jusqu'au bout, et effectivement, bon, c'est le suicide. C'est aussi le suicide au sens de l'homo sapiens, quoi. Dans 2 siècles, il n'y a plus l'homo sapiens, c'est terminé. L'espèce a disparu, c'est fini, quoi. Et ça, c'est peut-être le pessimisme qui baisse les bras, parce que tu peux aussi être pessimiste sans baisser les bras. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est de la lucidité. C'est-à-dire, oui, ce monde, il va pas bien, hein. Ça c'est sûr. Sioran a raison, déjà à l'époque. Maintenant, c'est encore pire aujourd'hui, je crois, avec tout ce qu'on sait d'un point de vue scientifique sur le climat, sur ce qui nous guette du point de vue des futurs virus, infiniment plus virulents que le Covid. Ce qui nous guette du point de vue guerrier, bientôt entre les États-Unis et la Chine, dans une 50aine d'années, ce qui nous guette du point de vue de je ne sais pas quoi, il y a tellement de menaces, qu'il y a de quoi baisser les bras. Mais voir tout ça de façon pessimiste, il y a aussi ça peut galvaniser aussi le pessimisme. Se dire, ben non. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a des... Non, mais c'est vrai que quand tu as des grosses catastrophes, tu vois l'humanité des gens. C'est vrai, indiscutable. Mais il faut qu'il y ait des gros trucs. Il y a des gros trucs. Je
je veux dire, je suis sûr qu'il y aurait des extraterrestres qui viendraient nous attaquer. Paf, tout de suite, on serait tous unis pour lutter contre eux. Tu vois. Il y aurait des collabos, hein. Il y aurait des collabos. Et peut-être qu'on n'aurait pas besoin de lutter, peut-être qu'on s'apercevrait que justement, ils sont là pour nous apprendre à coopérer. Hein. Tu vois, tout de Ah, suite, on voit peut-être, oui, non, mais l'inverse. tout à fait. Non, non, Peut-être mais qu'au contraire, ils seraient là pour finalement nous aider à mieux comprendre en fait comment on peut vivre ensemble. Ce serait bien. Enfin là, ce ouais, serait non, le mais côté positif, quoi. Les extraterrestres qui viennent nous apprendre un petit peu mieux à vivre sur Terre, quoi. Mais oui, oui, bien sûr. non, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est l'éducation qui fait 80% des choses, ça c'est certain. Il faut éduquer, éduquer, éduquer. Alors après, Voilà. par rapport à ça, il y a aussi le scepticisme de J'ai pas Sioran, compris là. le scepticisme. Ah oui, oui. Est-ce que mettre ses enfants dans une école alternative, comme le fait Dupontel, mais il n'y a pas que Dupontel qui le fait, il y a plein de gens, hein, est-ce qu'on ne peut pas aussi être sceptique là-dessus, sur les résultats? Est-ce que tous les enfants éduqués de façon alternative ne seront jamais criminels, ne seront jamais envieux, ne seront jamais des politicards truqués, ne seront jamais de mauvais époux ou de mauvaises épouses, etc., etc., etc. Là, on peut aussi jouer du scepticisme. Euh, Moi, j'ai confiance en aucun type d'éducation. Non. Aucun. Mais Euh, lui, ce qu'il disait, c'était plutôt que ça évitait d'obéir sans réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que même la coopération, même la Mhm. coopération, dans les jeunesses hitlériennes, on Ça a enseignait la coopéré, coopération. bien sûr. On enseignait la coopération. Une certaine forme de coopération, oui, dans une finalité qui était celle de l'esprit hitlérien. Oui, la coopération ne fait pas tout, ne fait pas tout. Au service de quoi ça se met? La coopération dans une entreprise pharmaceutique qui fabrique des saloperies, on peut avoir un management sur une base coopérative et que ce soit profondément négatif quand même à l'arrivée. Hein. Enfin, c'est bien compliqué tout ça. Hein. Bah, c'est sûr que c'est vrai qu'une société qui est basée sur de la compétition constante, c'est vrai que ça mène à de la destruction. Hein. Oui, oui. Mais c'est pour ça qu'il y a les petits futés, il y a les petits futés aux États-Unis qui ont pensé, ils ont créé un nouveau concept, c'est le coopétition. C'est plus la compétition, c'est la coopétition. Ah Euh, ouais, non. Et C'est-à-dire, ça, c'est-à-dire que deux entreprises ou plusieurs entreprises, plus que deux, sont en compétition, mais en même temps, elles échangent les informations. ah ouais, ouais. Donc, elles coopèrent quand même. Dans la compétition, elles coopèrent pour être les meilleures chacune de leur côté. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais à mon avis, ça sent l'arnaque, cette affaire-là. Ça sent Et c'est quel l'arnaque. quel pourcentage, ça doit être assez insignifiant, non? Ah, oui, Mais c'est vrai que c'est une bonne façon de penser, absolument, absolument. puis là, on va arriver au terme des. Ok, Mais ok, en tout ok. cas, aussi, moi, ce que je voulais évoquer, c'était les livres d'entretien, la littérature d'entretien. C'est quand même drôlement important, hein, le plaisir qu'on a à lire des livres d'entretien. C'est vrai que Absolument. souvent, on lit un auteur qui peut nous rebuter parce que c'est trop complexe, parce qu'on n'y comprend rien, parce que c'est trop long, parce Mm. que c'est trop référencé. Alors qu'on va lire le même auteur sous la forme entretien, Ouais, et là, ça va passer. tout à fait. Hein, Mm. alors après, il faut voir aussi quel type d'entretien. Parce que souvent, les livres d'entretien, quand ils paraissent, mais même dans les journaux, ils sont revus, ils sont corrigés. C'est pas ce qu'a dit la personne de façon brute. Hein. Souvent, c'est revu par l'auteur. Mais malgré tout, il y a quand même la dynamique de la conversation, quoi, Ouais, ouais. qui, qui rend Et les ça cerne choses. bien les personnes, ça cerne bien un personnage, je trouve. Ouais, Tout à fait. et du coup, il y a une vraie interactivité entre l'auteur et la personne qui l'entend. Alors que quand Pessoa écrit, ou que London écrit, ou que n'importe qui écrit, il ne sait pas qui va le lire. On sait pas Absolument. Mm. qui va nous lire. Alors que là, si.
c'est quand même des mots, des phrases adressées à quelqu'un en particulier. Le journaliste qui est en face, l'ami ou je ne sais pas quoi. Ah ouais, ouais. Et là, ça change beaucoup de choses. Et moi, je rêverais d'avoir des entretiens d'Homère, par exemple. Ah bah ouais, ouais. Après tout, on a lu l'Iliade dans les 12 mais bon, ou Échille, un entretien avec Bien sûr. Échille, qu'est-ce que vous pensez de Ah son ouais, ouais. enchaîné ça se trouve, il nous dirait, mais elle est pourrie cette pièce, ça pour rien. Bah ouais, ouais. Ça doit être C'est assez complètement passionnant. raté. Ah ouais, ouais, absolument. Et ça serait drôle. Bah ouais. Un clin d'œil, quoi. Et bon, ben voilà, ben merci en tout cas. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous. Ouais, merci. C'était vraiment très intéressant tous ces partages. Ça me donne envie Merci. d'aller voir. J'irai voir vos deux auteurs parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Et c'est pas des choses sur lesquelles je vais naturellement. Donc c'est toujours bien quand on le fait, enfin quand quelqu'un le partage parce que du coup ça donne envie en fait d'y aller beaucoup plus facilement. Bah, c'est super. Alors, C'est pas raté au moins. je vais juste arrêter l'enregistrement pour mettre sur la chaîne, mais on reste encore 3 minutes ensemble si vous voulez. J'arrête juste l'enregistrement donc. Hein. Pas de problème.